fotos. Salut. Ah, ça fait froid. Oh, C'est comment? Ça va? Alors, donc, j'ai pris liberté pour vous. Je suis tellement contente de vous revoir. Hein? c'est extraordinaire de faire 3 heures pour venir. Oui, on a fait beaucoup de temps. On a pris le métro automatique numéro 1. Oui. C'est ça seulement qui marche. La signe de paix. Hein? La signe de paix. Waouh! Vous jouez la guitare? Vous jouez? Je jouais un peu, tu joues. Vous allez jouer pour nous? Non, non, je joue juste quelques accords, mais il y a très longtemps que j'ai pas joué. Faut que tu me dises tu et pas vous. Ah, tu... Ok, merci. Comment tu as commencé d'être active et de supporter non-violence et tout ça et pour ta vie? Je suis intéressée surtout. Et toute ton expérience, Ah oui, si tu peux partager il avec faudra nous. écrire des livres, hein. mais, Oui. mais j'ai pas le courage d'écrire des livres. Donc c'est plus facile de parler. Tu vas parler. Ça a commencé en 1965, quand j'avais 20 ans, et où j'ai été convié au service militaire. Et là, j'ai dit non. C'était obligatoire à 7 ans. Ah oui, 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 c'était obligatoire. Oui. Mais il y avait déjà le statut, la loi, mais il fallait faire sa demande en janvier. Ok. Et moi, je ne savais pas, j'ai fait ma demande en septembre. Donc ça a été refusé et je devais faire 2 ans de prison. Pourquoi tu avais refusé? Pourquoi tu avais refusé? Qu'est-ce que tu pensais? Parce que déjà, je pensais que je ne pouvais pas obéir à tous les ordres. Je ne pouvais pas obéir. C'était pour moi impossible de me trouver dans des situations comme ceux de l'Algérie. J'avais des aînés, des copains un peu plus âgés que moi qui avaient été en Algérie. Certains étaient morts là-bas, d'autres étaient revenus très choqués. Et j'ai dit non, ça je ne peux pas accepter accepter des ordres. Et j'avais voulu faire un service civil avec le service civil international où j'étais déjà engagé, où j'avais déjà fait Déjà engagé? un chantier. De quel âge tu as commencé d'être engagé là-bas? À 20 ans. À 20 ans, oui, oui. Donc comment tu les as Avant, fait? j'étais encore un bon petit protestant. La famille protestante, bien sage, gentil, mais sage, quoi. Hein. Mais on m'avait appris quand même le libre arbitre. Hein. Et comment tu étais renseigné pour comment tu connaissais? Il était tellement actif, tu pourrais connaître ça, qu'il y a cette organisation, qu'il y a cette mouvement. D'abord, pour le service civil international, même dans les associations de jeunesse protestante, on était informés. Ah, ok. On était informés. Ensuite, j'ai été voir Louis Lecoing. Louis Lecoing, dont j'ai le livre dédicacé ici, qui était le père des objecteurs, tu vois, qui a fait la grève de la faim pour obtenir le statut des objecteurs. Et c'est le général de Gaulle qui était président à ce moment-là, qui a accordé le statut des objecteurs en disant « je ne laisserai pas mourir Lecoing ». Il avait fait 3 semaines de grève de la faim, tu vois, donc c'était très...
Et donc, on connaissait Louis Lecoing quand même. Hein. Il y avait des affiches, il y avait tout ça. Moi, j'avais été le voir. Et déjà, ça avait été une rencontre quoi, importante. La dédicace de Louis Lecoing, notre père des objecteurs. Les cours d'Invy. Ah, Louis Maurice Montet, c'est lui. Maurice Montet, l'ancien objecteur de conscience pacifiste D'aujourd'hui, avec avec humain, fraternel sentiment. fraternel Louis sentiment. Lecoing. Ouais, pour moi, c'est. C'était à 70. C'est horrible. 70. Les cours d'Invy. Mais j'ai rencontré en 65 d'abord. Ah, c'est. Tu vois, alors pour moi, c'est important parce que. Oh, on me dit, t'as connu Louis Lecoing? Ben, j'ai dit oui. Même J'ai bien connu. personnel, hein, avec son signature. Ah oui. Oh, j'ai beaucoup de bouquins qui sont signés là, qui sont dédicacés. J'en ai pas mal, hein. Ça c'est. Ça fait plaisir. Hein. Là c'est. Tout ça c'est sur l'objection de conscience, ça. Alors là j'ai des trucs sur l'objection. J'en ai en français, en anglais, en allemand, en russe. Où est le grec? En espagnol. Use and conscription. Ah voilà. Ça c'est en grec. Mais je suis avec les témoins de Jéhovah quand même. Hein. Je suis pas témoin, mais enfin. My friend, Maurice Mohamed, with my love, Athens. Mais je peux pas tout lire, évidemment. J'ai même en turc. Un bouquin en turc. Tu vois? Ah mais ça c'est, comme on dit en France, un peu un dada. Il y avait aussi un livre de World Sisters International pour le militarisme et le féminisme. Très intéressant. Oui, oui, Et oui. je vais vous ramener en Bruxelles. Quand on se voit en Bruxelles, je vais Oui. te ramener Oui, oui, oui. pour le rencontre de Beok. J'espère que je viendrai. Oui, tout Ah oui, oui. Donc, pour toi, c'était à quelle année que tu as déclaré ton objection de conscience et pour 1965. tu avais fait l'application? C'était comment le système là-bas? En 1963, avec la grève de la faim de Louis Lecoing et l'action des associations, il y a eu le statut pour les objecteurs. Le statut. Mais il fallait bien connaître la loi. Pour obtenir le service civil, il fallait savoir qu'il fallait faire sa déclaration, sa demande au début de l'année, pour toute l'année. Et tous ceux qui faisaient ça après n'y avaient pas droit, donc c'était ou la prison ou l'armée. Et pour toi, qu'est-ce qui s'est passé? Je devais aller en prison pour 2 ans, et quand j'ai été à la caserne, ils m'ont réformé à cause de mon dos. Ils m'ont dit, allez-vous-en, on n'a pas besoin de vous, vous ne pouvez pas être militaire, ni prisonnier, militaire avec une colonne vertébrale en accordéon. Alors j'ai été très vexé, mais ça m'a permis de consacrer ma vie à soutenir les objecteurs de conscience en prison dans le monde entier. Je me suis senti un peu comme une dette vis-à-vis des autres. Je me dis, c'est pas juste. Alors je me suis occupé d'aider ceux qui étaient en prison dans le monde entier, qui n'avaient pas eu la chance que j'avais eue. Et j'ai pu... ça m'a motivé encore plus pour m'occuper des objecteurs. J'ai fondé le comité de soutien aux objecteurs de conscience de Paris, qui a été quelque chose d'assez fort
dans ma vie, quoi, hein, forcément, et que j'ai continué après à travers l'Union pacifiste, l'Internationale des résistants à la guerre, la War Resisters, et le Bureau européen de l'objection de conscience. Il y a une certaine cohérence, à mon avis, dans cet engagement qui n'est pas terminé. Et il t'avait demandé pourquoi tu ne veux pas servir. Quand tu as déclaré, ils t'ont demandé la raison. Oui. Ah, et il faudrait parler ou écrire quelque chose pour le J'ai fait une belle lettre. Lettre. J'ai fait une lettre de 4 pages, oui. Ah, tu as cette lettre ici. On peut prendre photo. Alors là, je n'avais pas pensé, mais maintenant je suis... À l'époque, je parlais encore de christianisme. Et puis j'étais gentil. J'étais un peu, ça me fait rire des fois quand je l'ai relu, ça me fait rire un petit peu parce que... Où est-elle celle-là? Ça me fait rire parce que maintenant je suis beaucoup plus révolutionnaire qu'à cette époque. Je sais pas où Ça c'est bon parce que normalement c'est le contraire. Tu commences révolutionnaire et quand tu es gentil, tu... Oui, c'est vrai. Hein? Donc c'est rare. Ton occasion c'est rare, ton exemple. Oui. Au moment où j'ai fait, je me situais encore comme gentil protestant. Et puis ensuite, je suis devenu un art plus révolutionnaire, mais un art non violent toujours. Hein. Ça c'est le plus important. Tes parents te supportaient et quand tu fais
On a décidé de ne Alors, pas aller au militaire, ils se supportent ou non? disons que C'est comment leur réaction? mes parents n'étaient pas d'accord. Mon père était capitaine de réserve, il avait fait la guerre. Et il n'était pas d'accord. Et ma mère avait une seule peur, c'est que j'aille en prison, En prison, à cause de quoi? à cause de l'objection. Ah, des objections. Oui, Wow. puisque je devais faire 2 ans. J'aurais dû faire 2 ans si j'avais pas eu ma colonne. Et alors, mais je dois dire que j'ai eu beaucoup de chance. D'ailleurs, mon père a essayé de me trouver une place d'éducateur à l'armée, une place d'assistant social, puisque j'étais dans une place d'infirmier, puisque j'avais été infirmier stagiaire et tout. Enfin, il essayait de trouver quelque chose dans le social où je puisse accepter. Et comme il avait des copains, il restait de la guerre, là, il voulait me pistonner comme ça. Et puis je lui ai dit non, ça sert quand même l'armée, je n'y vais pas. Alors là, Tu as refusé tout, hein? j'ai tout refusé. Option. J'ai tout refusé, je voulais vraiment ne pas servir l'armée, même sans armes, quoi, hein. Mais j'ai eu beaucoup de chance parce que mes parents n'étaient pas d'accord, mais ils ont été très respectueux. Ils m'ont beaucoup respecté. Ils m'ont aidé d'une certaine façon pour ne pas m'enfoncer comme avait fait le pasteur qui n'était pas d'accord. Ils m'ont aidé à traverser cette période qui était difficile, hein. C'était difficile à vivre, hein, je reconnais. Ils ont été vraiment très respectueux de ma position. Ils m'ont pas critiqué. Ils voulaient que ça se passe pas trop mal pour moi, c'est tout. Donc là, j'ai eu de la chance. Et quand j'ai fondé le comité de soutien aux objecteurs, je trouvais des fois, quand j'habitais encore, j'étais revenu chez mes parents un petit peu parce qu'on avait été viré de la communauté. On était partis, mais on était en communauté, on faisait trop de bruit. On faisait trop de bruit le soir, alors on avait été virés, donc j'étais revenu chez mes parents. Et alors je trouvais un petit mot de mon père, me disant téléphone d'un tel, pour soutenir tel objecteur, etc. Avec exactement ce qu'il fallait, avec un message parfait, tu vois, de mon père, alors qu'il n'était pas d'accord. Alors qu'il n'était pas d'accord, mais il transmettait les messages parfaitement et tout. Ça, c'était bien, hein. C'était très... Donc, j'ai pas à me plaindre du côté de mes parents, mais ils m'ont considéré un petit peu, de la famille, j'étais un petit peu illuminé, quoi. Un petit peu illuminé, tu vois, comme on dit, un petit peu. Mais enfin, j'ai pas eu à me plaindre de là-dessus, et puis j'ai été très soutenu par les associations, parce que je reconnais que tout seul, je serais devenu un peu fou, quoi. Et là, avec les associations, plus celles que j'ai créées, bon, j'étais toujours entouré et avec des amis qui pensaient comme moi. Et avec le BEOC et l'IRG, on a des amis solides, quoi.
peux ouvrir un peu le grès ici. Be Ok. careful because it is full. Donc ça c'est la Grèce. Donc ça c'est quelle organisation? Ah, ça c'est EPCO. Ça, tu vois, chose toute fine, oui. Ça c'est ma circulaire. EBCO. Lettre de nouvelles. Le Oui. comité Louis Lecoing que nous faisons Comité. en France. Donc ça c'est le mai 1997 quand la première loi de Grèce était adoptée Oui, pour reconnaître le droit de l'objection de conscience. oui, c'est ça. Donc oui. ça c'est depuis ce temps-là. Acropolis. Ça c'est quelle langue? Ah, c'est Allemagne, hein? Non, c'est pas grec, ça? Non, non, c'est Ah pas oui, grec. ah non, c'est allemand, oui. Oui, oui, Donc ça c'est journal d'Allemagne? oui. Ok. C'est le BO qui a Athènes. Réunion Beok. C'était quand ça? 96. Réunion pacifiste. Proteste. Proteste. Peace. Amnesty International. Donc vous avez les archives de toutes les organisations en concernant le droit de... Bon, pas tout ce que j'ai trouvé ou qu'on m'a envoyé. Tu te souviens des manifestations qu'on a faites là, que tu organisais devant le Parlement? Oui. Très bon. Ah non, j'ai pas tout de façon totale, hein. Mais j'ai vu Oui, beaucoup mais de c'est- choses quand c'est même, tu très vois. Amen, hein? Waouh. Paris. Oui, parce qu'on a travaillé, à on était en contact aussi avec Amnesty France pour ça. Ah, vous avez coopération, hein? Lionel Jospin. Je suis le Premier ministre et son père était à l'Union pacifiste. Alors je lui ai écrit, Ah, PASOK, ça Je- c'était j'ai Parti écrit, tu vois. socialiste. parce que c'est pour, Oui, pour Maurice. lui dire qu'il parle au PASOK, à ses camarades du PASOK pour le statut. Bravo. Fait que Oui, c'était la France a poussé un petit peu, beaucoup même. je sais pas, enfin, Oui, oui. Parce que ça, c'était avant les lois. oui, Donc, c'était très important. Parce que c'était Oui. avant les lois. oui, oui. 95. C'était avant les premières lois. C'était illégal encore à ce Oui, temps-là. oui, oui, c'est ça. C'était pour Donc, c'était obtenir très le important statut. de faire Non, C'était lobbying. bien que le Premier ministre français, le socialiste, écrive, Bravo. le socialiste français écrive au socialiste grec. Tu vois. Très bon. Très important. Et le père de Lionel Jospin était à l'Union pacifiste. L'Union pacifiste était fondue quand? À quelle année? 1961. Waouh. Déjà Mais- ancien. Dans la lignée des plus vieux mouvements, Mhm. qui étaient après la Première Guerre mondiale, en fait. Hein. C'est ceux qui avaient refusé pendant la Première Avant la Guerre Première Guerre mondiale. Oui. Waouh. Alors après, bon, ça a changé Donc, de c'est eux nom, qui hein, sont mais c'était- organisés après pour faire Oui, oui. EBCO. C'est la War Resisters de 1921. 21. Il y a eu la Fellowship of Reconciliation en 1919. Tu suis? Tu comprends? Le Service civil international 1920 et 1921, War Resisters. Tu te souviens, toi, hein? Oui, oui. Encyclopédie. Ouais.
Ça, c'était l'association des objecteurs de conscience grecque, Solomon Exarchia. Mais on va pouvoir lire quand il prend le Oui. film, là. Ça, c'est petit, quand même. Hein. Oui, oui. Confidential. Confidentiel. Oui, oui. Confidentiel. Γιώργος Παπαντρέου. C'est quoi ça? Amnesty International. Bravo. Où tu as trouvé tout ça? Opa, Germanie. Ah, tu sais, il y a des collectionneurs un peu. Il y en Waouh. a qui collectionnent des timbres. Et moi, je collectionne Antonio ça. Sarfanas. Hein. Liberté, Libertà objectif, grec, sectaire grec. objecteur. Ça c'est quel? Ah, mouvement per la Pau. Ça c'est quoi? Quel pays? C'est Barcelone. Waouh. Ah, on a fait du boulot quand même à l'époque. Hein. Vous avez beaucoup de choses ici. Hein? C'est les documents des militaires. Vous voyez, donc, j'espère qu'on trouvera des étudiants qui vont faire un livre, au moins une thèse, Ouais. sur Oui. l'historique de l'objection. Tu vois, c'est ça ce que j'aimerais. Vous avez fait beaucoup de travail ici, hein? Beaucoup de années de solidarité pour la Grèce. Waouh, bravo. Ah oui, oui. Pour d'autres pays dans le monde, hein, mais pour la Grèce. Oui, mais partout. Ça a été fort. Mais moi, je suis grecque, maintenant j'ai ouvert Je ça vois- d'abord. je vois Afrique, Asie. Oui, dans tout, c'est global, hein? C'est un mouvement international pour tout le globe. Le libre pensée, regarde ici, Paul Papadreou. EPCO, waouh. Ça, c'est le deuxième, hein? Oui, oui. On a... Mars, EPCO. Mais pour France, hein. Oui, c'est en France. Hein? Ah, ça aussi, on avait fait la carte. Greece visit. Ça, c'est bon, hein? Ah, oui, Pour oui. le tourisme, when in Greece, visit the Kossis objectors. Waouh. Alors, j'avais été visiter Ici, c'est les prisons. Où c'était les j'avais Grecs? visité une prison, je ne sais plus laquelle, celle qui est près de Volos. Pour les touristes, hein, quand vous venez en Tu Grèce. vois Volos, à côté de Volos. Oui. Cassavetia, Volos. Alors, ça, j'ai Cassavetia. visité. C'était les prisons et agriculture. Hmm. Oui, Oui, c'est ça. prison. Ah oui, moi, j'ai visité là-bas, j'ai été voir le directeur et tout avec les témoins de Jéhovah. Avec les témoins de Jéhovah et puis Ah. et Carla, la femme de Sam. Ici, les On statistiques. avait été là. Et pendant ce temps-là, Claude et Sam étaient reçus au ministère des armées grecques par le ministre des armées. Et quand vous êtes parti là-bas, comment il a répondu à la pressure que vous faites quand vous visitez le grec, les autorités? Qu'est-ce qu'il disait, hein? Que nous sommes en danger des Turcs. Ah oui, je ne me souviens pas, mais enfin, c'est que ça avait été très surpris. C'était... Ah, il était surpris, hein? Oui, oui. Comment les Européens viennent ici Oui, oui. pour la guerre d'Algérie. Oui, ça nous a posé beaucoup de problèmes, nous, dans notre jeunesse. Hein. Surtout avec les témoignages des jeunes aînés qui étaient partis là-bas. Quoi, hein. Ils publiaient leurs témoignages. Oui, C'était public. oui, oui, oui. C'est important. Mais c'était vraiment, pour nous, on te dit non, on ne pourra pas accepter ça. Quoi, hein. C'était choc, hein? Ah oui, oui, c'était vraiment choquant. Alors au début, quand j'étais objecteur, oui, je me situais encore comme chrétien. Je me situais encore comme chrétien, et c'est là que j'ai été un peu anarchiste chrétien, en fait. Hein, c'était passionnant, d'ailleurs. Hein. C'était passionnant, un peu comme Tolstoï, sans être intellectuel, mais c'était rare, très... ou c'était comment? Ah non, c'était très rare. C'était très rare. Ah oui, oui. C'était très rare. Et puis j'ai rencontré aussi les Amis de l'Arche, avec Lanza del Vasto. Et puis j'ai rencontré le Mouvement international de la réconciliation, le Fellowship, qui est le premier mouvement d'objecteurs qui a été créé en 1919.
Et j'ai rencontré donc le pasteur Rosaire, qui lui m'a dit tu n'es pas seul, parce que le pasteur de ma paroisse ne voulait pas, n'était pas d'accord avec l'objection de conscience. Donc j'ai quitté ma paroisse. Et le pasteur Rosaire, que j'avais rencontré au service civil international, m'a dit mais tu n'es pas seul, il y a le mouvement international de réconciliation qui groupe les objecteurs chrétiens, quoi. Et quand il t'a dit ça, comment tu te sentais? Ah, je crois qu'il m'a libéré d'une dépression. Je croyais que j'étais seul et fou, et peut-être fou. Tu vois. Et je commençais à travailler du ciboulot, tu vois, et j'ai vu que j'étais pas seul et que j'étais compris, quoi. Donc ça, c'est ce qui fait que j'ai eu deux pères spirituels, l'anarchiste Louis Lecoing et le pasteur Henri Rosaire. Et pour moi, je garde les deux, hein, c'était très fort, quoi. Et alors je suis entré au mouvement de la réconciliation. Ensuite, j'ai perdu la foi, j'ai plus cru du tout en Dieu. Mais je ne le dis pas à tout le monde, je suis quand même resté membre du mouvement international de la réconciliation parce que c'est ma famille spirituelle, quoi. C'est ma famille du départ, quoi. Et là, vraiment, j'ai encore des amis là-bas qui sont merveilleux. Alors bon, moi, évidemment, je n'ai pas pris de responsabilité là-bas puisque je ne parle pas au nom de l'Évangile. Mais je suis resté en fraternité avec eux. Par contre, à l'Union pacifiste, là, on m'a demandé de venir au conseil et au bureau rapidement, parce que là, il n'y avait pas d'engagement chrétien, ni formellement anarchiste. Enfin, c'était de l'Union pacifiste, nous accueillons tous ceux qui sont pacifistes intégraux. C'est-à-dire, c'est l'organisation en France qui représente les pacifistes intégraux, c'est-à-dire les total objectors, les total pacifistes, hein, les sous-pacifistes, hein, comme on dit. Hein. Ça ne veut pas dire que les autres sont mauvais, mais les autres sont des demi-pacifistes. Pour nous, c'est vraiment... Donc, ce qui fait que je suis engagé depuis 1969 au bureau de l'Union pacifiste, et j'en suis secrétaire parce qu'on n'a trouvé personne d'autre. Les vieux sont morts et on n'a trouvé personne d'autre depuis 20 ans pour me remplacer. On n'a pas de jeunes. Hein. C'est triste, on n'a pas de jeunes, hein. On n'a pas de succession, à part ces deux femmes de 50 ans qui sont encore jeunes. Et puis on a un jeune de 35 ans qui est le seul jeune qui s'occupe de l'informatique. Au local de l'Union pacifiste et qui vient m'aider ici des fois. Mais sinon, c'est tout. Et puis, il n'y a plus de vieux. C'est parce que il n'y a pas de... ce n'est pas obligatoire maintenant, la conscription. Oui. Alors, on ne va pas s'en plaindre, puisque nous avons lutté contre la conscription, qui est vraiment une des formes d'esclavage encore aujourd'hui. Hein. Une forme d'esclavage. Hein, mais... Évidemment, on avait un vivier parmi les objecteurs qui pouvaient entrer, tous ces jeunes qui ensuite continuaient leur engagement à l'Union pacifiste. Et là, vraiment, ça n'a pas été le cas. Alors, on a de très bons contacts avec les jeunes. Quand il y a un procès, ils sont toujours là. Quand il y a une manifestation, ils sont toujours là. Ils sont gentils comme tout, mais ils ne viennent pas travailler avec nous. Nous avons... un journal Union pacifiste qui est très à l'ancienne, qui est très ancien dans son style. Nous faisons des conférences tout à fait style comme on le faisait il y a 50 ans. Et on n'est plus dans la rue, alors qu'avant on organisait les manifestations pour les objecteurs et tout. On n'est plus soit dans les manifestations pour les objecteurs, on était une vingtaine, soit on était parmi les organisateurs. Les manifestations, on était des milliers en France contre la guerre du Golfe. Mais maintenant, bon, on est très peu nombreux maintenant. Ça, c'est la dernière édition? Oui. Je peux te le donner. Oui, mais moi, comme je vais commencer à venir tout le temps. Mais nous, c'est un truc d'ancien quand même. Oui, bien sûr, mais à partir des anciens qu'on peut acquérir beaucoup d'expérience parce que vous voyez, la lutte, ça se relève. Oui. Ouais, non. Parce que nous, on peut constituer une génération, la relève. Oui. Ouais, non.
Et là, si on n'est pas avec les anciens, on ne peut pas voir les techniques. Ça, c'est vrai. Parce qu'avec les anciens, ils vont vous raconter, quand on fait la lutte, ceci, c'est cela, et que vous allez suivre, il y a des méthodes à suivre. Donc c'est comme ça qu'il faut toujours être avec le vieux, ceux qui ont de l'expérience. Ça, on est tout à fait d'accord, mais on ne peut plus aller dans la rue maintenant. Non, vous ne pouvez plus. Vous êtes On là. peut plus aller. Vous êtes là pour guider, pour donner des orientations, des directives à suivre. Oui, Il faut résister. Il faut, nous, si on avait gagné les combats, c'est suite on avait fait ça, on avait fait ça, on avait fait ça. alors pour nous, Donc il faut aller il jusqu'à faut la toujours résister à l'injustice, fin. Ouais. mais en restant non violent. Ben c'est ça. Parce que c'est pas que la violence n'arrange rien du tout. Non, non, non. Et pourtant, quand vous résistez, les combats c'est sur les paroles, sur les actions, mais ces actions-là ne doivent pas être violentes. Oui, ouais, oui. Ouais. Si on veut faire la révolution, il faut prendre des moyens qui soient conformes à la fin. Sinon, on va encore s'installer, comme en Russie, dans un autre système, quoi, d'oppression. Ça, pour moi, ça a toujours été... Depuis l'âge de 20 ans jusqu'à maintenant, 75, je suis toujours sur cette position. Ah, d'accord. Même si je comprends certaines réactions de révolte. Hein. On ne peut pas non plus accuser les gars qui ont pris la violence en Amérique du Sud, qui étaient vraiment face à une telle violence, qui sont sentis acculés à la violence. On ne peut pas les critiquer. Hein. On ne peut pas les critiquer, mais en faisant ça, ils réagissent bien, ils réagissent, ils se défendent, mais ce n'est pas comme ça qu'on fait une révolution. Si on veut vraiment faire une révolution, il faut prendre des moyens qu'ils soient vraiment déjà comme on veut le faire plus tard, quoi. Vivre plus tard. En mai 68, quand il y a eu le grand mouvement en France, Ouais. nous sommes occupés de faire de ravitailler les grévistes, les constructeurs de voitures et tout. On allait voir les paysans et puis on leur donnait directement des légumes, des fruits. On s'organisait par petits groupes et tout avec une solidarité. Il y avait beaucoup de solidarité. On a réussi à vivre, à se débrouiller. Avec des moyens tout à fait non violents et qui étaient conformes à une société qu'on aurait voulu, une société égalitaire, Solidaire, justice et tout. Hein. Ça, c'était intéressant parce qu'on commençait à s'organiser un petit peu comme ça en 1968. Mais bon, ça n'a pas duré, évidemment. C'était très idéaliste, mais c'était sympa. Moi, je me souviens toujours avec les pipes et avec les cloques pour l'heure. Ah oui, Comme ah oui, ah oui. Ah oui, ça, ben, autrefois, dans les années 1900, c'était les ouvriers qui portaient le gilet et la montre Gousset, comme ça. C'était pas un truc de bourgeois. Après ça, on a dit que c'est les bourgeois. Mais c'était aussi un truc d'ouvrier. On voit les manifestations où ils sont habillés comme ça. Bon, c'était l'époque. Mais je préfère, je suis un petit peu rétro. Je suis pas rétro, je reconnais. Je reconnais. On m'appelle, à certains endroits, on m'appelle le dinosaure. Et ça marche toujours, hein? Et ça marche toujours. Ouais, ouais. Combien ça fait d'années maintenant? J'ai 40 ans. 40 ans, parce que c'est mon ancienne femme qui m'avait donné. Alors comme on se revoit avec les petits-enfants, là, pour Noël, pour des vacances et tout, elle m'a dit « Oh, t'as toujours la montre ?» J'ai dit « Oui, j'ai toujours la montre. » Alors... Le film, Louis Le Croix. Ça, c'est en province. Hein. Ça, c'est contre la bombe. Allemagne, Andalousie, Bruxelles. Ah, ouais. Surpris. Ah oui, ça, c'était drôle.
c'est où? Ah, Ça, c'est l'IRG, ça, c'est l'Érythrée. L'Érythrée, Ouais. Genève. l'Éthiopie. Bertha von Suttner, Cabu. Ah, Kaby. Ah oui, ça, c'est la guerre de 14. Ça, c'est pour ceux qui ont été fusillés pour l'exemple pendant la guerre de 14. 1914-1918. La première. La Première Guerre mondiale. Ils prenaient, comme les soldats n'avaient plus très envie de se battre, c'était affreux, quoi. Hein. Et il y en a qui ont refusé de se battre. Alors ils en ont pris un sur 10, ou ceux qui étaient meneurs, ou ceux qui avaient été syndicalistes, pour les tuer pour l'exemple. Ils étaient tués par leurs camarades. Tragique. Ah oui, oui. Bah, c'est ça le film. Hein. C'est ça le film. Et alors alors on a fait un sculpteur qui a fait ça. Dans tous les pays en guerre, il y a eu aussi des exemples comme ça qui ont été tués. Et dans certains pays, ils ont été réhabilités, mais d'autres, ils n'avaient pas. Et les femmes, alors les veuves, les enfants, n'avaient pas de pension. Ils n'avaient pas de pension. Comme punissement. Et ils étaient punis, et à l'école, les enfants se moquaient d'eux. À Genève. À Genève, oui, c'était sympa ça aussi. Ah, avec Mihalis. Corée du Sud, oui. Et là, c'est avec Mihalis. En Athènes. À Athènes, hein. Ah oui, c'était une grande journée là aussi. Paris. On a toujours été très bien reçus à Athènes, hein. Allemagne. Ça, c'est Bruxelles, je pense. Bruxelles. Oui, je refais un petit peu ce qu'on appelait avant, ce que les enfants faisaient en cahier de vacances, tu sais. Israël. Oui, Objecteur de conscience. Turquie. Turquie, En Athènes encore. ça c'est Mihalis. Londres. Angleterre. Ah, super. Tout ça, c'était un Chypre. Les journalistes. Ça, c'était une manifestation avec des Africains contre le néocolonialisme. Ah ouais. Colonialisme. Ici à Paris, hein? Oui, Quelle année? 2016. Donc ici en France, il y avait un mouvement contre la colonisation. oui. Et c'était quelle organisation? Ou c'était différentes organisations? Ou c'était les organisations pacifistes aussi contre la violence? C'était membres? Bah, toutes les organisations pacifistes, anticolonialistes et tout, luttaient un peu contre la colonisation. Mais c'était surtout verbal, c'était surtout des conférences, c'était des références dans des livres, c'était pas un combat uniquement là-dessus. C'était d'une façon générale par principe. Quoi. Mais la objection de conscience, c'est pratique contre la colonisation aussi, non? C'est Alors un moyen oui, de résistance pratique. il y a eu pour l'Algérie, il y a ceux qui ont été objecteurs de conscience parce que c'était une colonie, et ceux qui étaient objecteurs de conscience en toutes circonstances, les non-violents, qui n'étaient de toute façon, quelle que soit la guerre. Il y avait déjà cette distinction. Ok, c'était pacifiste en général. Mais les objecteurs de conscience parlaient aussi
Et contre la colonisation en général, il supportait les décolonisations, l'indépendance des pays qui étaient colonisés de France. Ah oui, oui, oui. Historique, je demande parce que je ne connais pas. Oui, ah oui, ils étaient tout à fait dans ce courant-là, même s'ils n'étaient pas encore très engagés sur ce côté-là, mais ils étaient dans cet état d'esprit complètement. Ok. Parce que c'est ça que j'imagine, parce que c'est connecté un peu. Oui, oui, Je oui. pense qu'il était... Mais il y avait ceux qu'on appelait les circonstanciels, hein, qui étaient contre la guerre d'Algérie, et ceux qui étaient contre toute guerre, et qui ont lutté pour un statut. Avec l'action civique non violente menée par Jo Pironnet de la communauté de l'Arche de Lanza del Vasto. Et puis le service civil international aussi, qui a beaucoup travaillé là-dessus, le mouvement international de la réconciliation, et puis les amis de Louis Lecoing pour avoir un statut des objecteurs. Parce qu'ils étaient condamnés de 3 ans ou de 2 ans en 2 ans jusqu'à 9 ans, 12 ans de prison. À l'époque, les objecteurs, il y en a qui sont morts en prison, il y en a, la plupart ont attrapé la tuberculose, il y en a qui se sont mariés en prison, alors ils sont sortis les menottes aux mains, entre 2 gendarmes pour aller jusqu'à la mairie, retrouver leur femme, et puis ils sont retournés en prison. C'était sadique, c'était vraiment affreux, hein, quand on pense. C'était très dur à l'époque. Hein. C'est pour ça que Louis Lecoing a eu le soutien d'une partie de la population, notamment de chrétiens. Oui. Et aujourd'hui, je pense, les objectifs de confiance, ou en général, les pacifistes, les antimilitaristes, ils supportent aussi les réfugiés de ce pays qui était surtout colonisé, j'espère. Ah oui, bien sûr, oui, oui. Il est évident que tous les pacifistes soutiennent les migrants. Alors certains sont engagés vraiment pour les aider aux frontières et tout ça, ou les aident pour obtenir des papiers et tout. Et puis d'autres ont plus une position intellectuelle, tu vois, qu'on retrouve dans les communiqués, dans tous les textes qui sortent des réunions. Ça s'impose. Hein. On ne peut pas comprendre la communauté européenne s'occupe comme ça des réfugiés, c'est scandaleux. Quand on pense à tous ceux qui sont morts en Méditerranée, c'est épouvantable. Et puis en Grèce, alors, si enfin, tu sais mieux comment ça se passe, mais il y en a ils sont très en difficulté quand ils arrivent dans les îles là-bas, alors que la population en général elle était très solidaire, ça j'admire, hein. Ils sont très, très sympas, hein, la population locale, mais les gouvernements ne laissent pas entrer dans la communauté européenne. C'est effrayant, quoi, quand on voit ce qui se passe en Hongrie, dans ces pays-là. Ça nous paraît impensable. Malheureusement, on n'est pas assez fort pour lutter contre ça, mais enfin, on écrit au gouvernement, à la communauté européenne, on fait un peu ce qu'on peut, mais on n'a pas beaucoup de force, malheureusement. Mais enfin, quand il y a des pétitions, elles sont signées de beaucoup de monde. Hein. On voit ça comme un résultat des actions militaires. En Grèce, on voit c'est interconnecté parce que c'est le résultat des violences militaires, des guerres, où les supportent avec les armes, l'Ouest en général, il envoyait, il vendent les armes pour gagner d'argent, oui. L'industrie des armes, et on supporte les guerres. Et les réfugiés, surtout, c'est le résultat de guerre. Absolument, oui. C'est hypocrisie, selon nous. C'est hypocrisie que tu donnes l'argent, tu supportes les guerres, et après tu refuses les réfugiés. C'est ça. Tu ne laisses pas, tu mets Frontex, tu fermes les frontières, tu fais des murs, tu fais toutes les choses. Tous les Méditerranéens, c'est comme maintenant
cimetières. Hein, Ah oui, ça c'est vrai, quand on voit ce qui se passe en Afrique, où la France, sous prétexte d'agir contre Daesh, protège ses minerais. Protège ses minerais et puis le coltan pour nos ordinateurs et nos portables. Hein, c'est là son vrai rôle. Et quand on voit alors que les populations, elles, se trouvent dans des situations souvent très difficiles, les paysans ont leur fleuve complètement, ne peuvent plus irriguer leur culture parce que c'est complètement irrigué et pourri par les usines françaises de coltan et de minerais et tout. Donc ça c'est absolument scandaleux. Donc c'est vrai que la France est très responsable de ces migrations, comme beaucoup d'autres pays. Hein, l'Europe aussi, parce que ce n'est pas seulement l'Afrique, c'est la guerre aussi en Syrie, en Afghanistan, c'est Libye, c'est partout. Et partout. Palestine, ils supportent Israël contre Palestine. Ah oui, ça c'est très grave. C'est toutes les, et ceux qui dénoncent ça sont considérés comme antisémites et racistes. Alors que c'est vraiment, au contraire, ce sont des associations, des personnes qui ont lutté contre le racisme, contre l'antisémitisme, qui dénoncent maintenant ce qui est fait par le gouvernement d'Israël, pas par les Israéliens en soi, pas par les Juifs, certainement pas, hein, mais par le gouvernement actuel qui a un comportement presque fasciste vis-à-vis des Palestiniens. Hein. Exactement. C'est pour ça que nous soutenons, enfin il y a pas mal d'associations hein, pour aider la Palestine. On est avec eux, quoi. Hein. Oui, le boycott. C'est très important. Et bon, des fois, ça marche un petit peu. Il y a quand même des entreprises qui ont refusé d'aller dans les colonies maintenant. Oui, c'est vrai. Donc, ça veut dire que le boycott peut... Il y a des résultats. Oui, comme l'agent orange en Afrique du Sud, comme le boycott des oranges en Afrique du Sud, avec l'apartheid, quoi, hein, les choses comme ça. Autrefois, hein, donc... on voit que ça bouge un petit peu, mais beaucoup de tribunaux assimilent ça à de l'antisémitisme, alors qu'on peut très bien dénoncer un gouvernement sans être anti-juif, au contraire, quoi. Hein, c'est effarant. Oui, c'est de la mauvaise foi de dire ça. Ça pour nous, c'est inadmissible. C'est pas pour ça qu'on va nous empêcher de lutter contre ce que fait Israël contre les Palestiniens. C'est à dénoncer très fortement. D'ailleurs, il y a une bonne partie des Juifs qui sont avec nous. On a l'Union juive française pour la paix, qui existe aussi au niveau européen, et qui sont toujours dans les manifestations pour les Palestiniens, et qui sont amis avec les Palestiniens, et qui dénoncent ce que fait le gouvernement d'Israël. On a des amis solides. Moi, je dis parfois que j'ai des amis dans le monde entier. On me dit, bah oui, moi aussi par Facebook. Je dis, non, je suis pas sur Facebook, J'ai des amis dans le monde entier avec lesquels j'ai mangé, j'ai bu, j'ai marché, fait des manifestations. Avec certains, on a été en prison, hein, tout ça. On a fait plein de choses. On a libéré des prisonniers. On a fait plein de choses ensemble, mais ce sont des gens que je connais, avec qui on a trinqué, on a bu une bonne bière, un bon coup de bon vin, on a chanté et tout. Ça, ce sont des amis. Tu vois, ça, ce sont des amis, et alors, j'y tiens beaucoup hein, quand je dis ça. Et c'est un peu la fierté de ma vie d'avoir réussi ça grâce aux autres. C'est merveilleux. Hein, ça, vraiment, je suis très content. Et, je peux dire que j'ai des amis partout. Je peux être perdu sans papier n'importe où dans le monde. Je crois que si j'ai une adresse de copains, je serai sauvé partout. Hein. Et ça, c'est merveilleux. Ah oui, même en Inde, en Afrique, en Amérique du Sud, dans ces coins-là,
j'ai des amis mais qui sont des amis. Des amis vrais. Des amis vrais. Pas des amis de Facebook. Des amis. Ah, des réels. amis comme Alexia qui vient d'Athènes pour me voir à Paris. Hein. Ça, c'est merveilleux. Je peux imaginer, tu as donné beaucoup de fois interviews pour toi, pour ton activisme, pour ton lutte. Pas très souvent, mais enfin plusieurs fois, notamment à Athènes, une fois par les amis espagnols de Barcelone qui ont fait un film avec une dizaine d'autres. Hein. J'ai des vrais objecteurs qui sont venus. Lors de congrès aussi souvent, on me demande un peu d'intervenir. Et puis quand on fait les interventions avec la Ligue des droits de l'homme, la libre pensée, le mouvement de la paix, je raconte un peu, je parle au nom de l'Union pacifiste, hein, et puis j'ai fait un peu de petite conférence, c'est un grand mot, mais enfin les conférences sur objection de conscience, sur Louis Lecoing dont on parlait, et sur l'Union pacifiste. Très bon. Et puis 2 fois j'ai été piégé. Piégé, hein? Piégé, un piège pour les... De qui? Alors une autre fois, ah oui, j'ai des jeunes qui m'ont appelé en disant on appelle du mouvement des objecteurs de conscience, on voudrait t'interviewer. Alors ils sont venus s'interviewer, ils sont venus dans mon bureau avec tout enregistrement et tout. J'étais tellement gentil, c'était un jeune avec sa petite amie, qui était mignonne comme tout et tout. Et ma chienne s'était assise sur leurs pieds et tout, enfin c'était sympa, j'étais des petits jeunes comme ça. Et puis, je leur ai parlé, je leur ai tout montré, ma doc, je leur ai dit ce que je faisais, voilà ce qui était l'objection, le pacifisme. Et puis, quelques mois après, j'ai demandé aux copains, au mouvement des objecteurs, s'ils avaient publié ça, parce que j'avais rien reçu. Alors, ils m'ont dit non, on n'a envoyé personne chez toi. Ah, mais il travaille pour la police. Pour la police? Pour la police. Il est venu comme ça, civil, police? En civil, oui, je croyais que c'était un objecteur, moi. Mais pourquoi? Et je vais tout raconter, parce qu'on leur fait peur. Mais ça, c'est non-violent, hein? Non Ils ont violent. peur pour le Et non-violence. comme ça, ils ont su ce qu'on faisait. Je préfère être inquiété pour ce que je fais plutôt que pour ce qu'on imagine de ce que je peux faire. Mais on n'a rien de caché. Et alors, une autre fois, on avait un camarade de l'Union pacifiste, enregistré comme membre et tout, qui venait du Midi toujours. Et alors là, il m'avait dit, bon, est-ce que tu peux m'héberger, parce que je ne vais pas payer l'hôtel et tout. Alors j'ai hébergé ici. J'ai hébergé ici, c'était un camarade, bon, que j'avais déjà vu à des congrès et tout.
Et puis je lui ai tout montré. L'historique de l'objection, le pacifisme et tout, comment c'était classé chez moi et tout. Il était vachement intéressé, très intéressé. Voilà. Et puis, quelques mois après, sa femme nous téléphone en disant moi je divorce avec lui parce que c'est un salopard, c'est un sale type. Vous croyez que c'était un pacifiste, mais il travaille pour la police. Il a fait son rapport. Lui aussi. Lui aussi, il a fait son rapport à la police. Alors que je croyais que c'était un camarade d'association. Moi. Enregistré même, hein? Ça, c'était quelle année, les deux exemples, ça? Oh, il y a bien 30 ans, hein, à peu près 25 ans peut-être. Ça, c'est choqué. Ah, ça m'a surpris. Ok, hein? Mais bon, tant pis. Hein. J'ai dit la vérité, j'ai dit ce qu'on faisait. C'est pas grave s'ils savent ce qu'on fait. Hein. Oh, wow. C'était plus simple que de descendre dans la rue faire une manif, comme ça ils savent tout ce qu'on fait. Oh, ouais, mais ils ont des... Hein, ils ont ici dedans, hein? Ils ont un peu peur, hein, parce que, à mon avis, il n'y a que la non-violence qui soit révolutionnaire. Oui, bien sûr. C'est le refus de participer, être capable de dire non. La désobéissance civile d'Henri David Thoreau, par exemple, hein, tu vois, tout ça. Pour moi, c'est là qu'il y a la vérité. Et bon, bah tant pis, s'ils savent ce qu'on fait. Hein. Je veux bien aller en prison pour ce que j'ai fait, mais pas pour ce que j'aurais pas fait. Tu vois. Voilà. Sinon, les autres fois, ça a toujours été sympathique. Okay. C'est toujours des gens vraiment mais des fois, ce n'est pas petit, hein? Ah des oui. fois, hein? Ce n'est pas rare. Mais généralement, bon, soit en général des gens qui étaient d'accord, dont des copains, soit des gens, des journalistes aussi, à la fin des manifestations. Des journalistes, des gens comme ça, qui n'étaient pas forcément d'accord, mais qui respectaient toujours ce que je disais. Okay, ah oui, bon, ça, c'est moi, je ne suis pas pour la police, je ne travaille pas pour la police. Oh je non, ne peux pas s'inquiéter. Oh, avec toi, je ne m'inquiéterai jamais. Tu me connais beaucoup de années. Ah oui. Tu sais qu'un des plus beaux jours de ma vie, c'est quand j'ai témoigné pour un objecteur à Athènes, devant le tribunal militaire, et que l'objecteur a été libéré. C'était celui qui est mort maintenant, Pavlos Nathanaël. Tous les spectateurs sont venus me serrer la main comme si j'étais le pasteur ou le curé du village. Son grand-père m'a serré la main tellement longtemps que je ne pouvais pas m'en défaire. Il m'a parlé en grec, mais j'ai compris. Lui qui avait vécu les deux guerres, j'ai compris ce qu'il voulait me dire. Et il me serrait la main et tout. Alors, il n'est que 5h25. Il est tôt pour les restaurants. Ok, on peut boire café? Santé! Yamas. Yamas! J'ai des cousines. Là-bas? Là-bas, brésiliennes. Toi, tu cuisines brésilienne? Oui, je le dis pas tout à fait. Tu n'es pas brésilien, pas du tout. Ma mère est née brésilienne. Et à 21 ans, 21 years, elle a dû choisir brésilienne ou française. Elle a été française. Mais mon grand-père était brésilien. Alors, c'est extraordinaire parce que tous les ans, il m'invite pour le carnaval, ça, mais moi, j'ai jamais eu l'argent pour aller là-bas. Bien sûr. Mon arrière-grand-mère s'appelait Da Rocha, elle était d'origine du Portugal. Au mois de juin l'année dernière, j'étais très mal. J'ai été à l'hôpital, ils m'ont gardé. Combien de jours? Je suis resté non seulement une semaine. Hein, c'était quelque chose de grave. Je ne pouvais plus travailler, je ne pouvais plus rien faire pour les associations. Et je me suis dit, donc je suis inutile, unuseful, je ne sers à rien, ça ne sert à rien ma vie. Et j'avais un moment, j'ai plus très envie de vivre parce que je me suis dit, ça ne sert à rien, je ne peux plus aider les autres. Je ne peux plus m'occuper des autres. C'est ça la priorité, hein? C'est ça. Dans ta vie, c'est ça la priorité. Et puis alors j'ai eu des infirmières merveilleuses
Ça a été comme un miracle, j'ai été soigné, comme tout ça a été comme un miracle. Alors moi qui ne crois plus en Dieu depuis longtemps, je me souviens dans mon enfance, dans ma jeunesse, j'avais un jeune pasteur, qui nous disait je crois au miracle. Alors moi j'ai jamais cru au miracle. Le pasteur nous disait je crois au miracle par l'intermédiaire du prochain. C'est-à-dire mais par des hommes, des êtres humains qui nous aident, tu vois, par l'intermédiaire du prochain. Et alors moi qui suis plus croyant et tout, j'ai écrit ça à la fin pour remercier les infirmières et le médecin. Et après ça, je me suis dit, mais t'es pas croyant quand même. Tu n'es pas croyant. Et moi j'ai une maladie, on est 100 en France. 100 en France à avoir cette maladie. Wow. On a un sur 100, mais non, c'est sur 1000, on est 100 en France et 1000 en Europe à peu près. C'est très rare. C'est très rare. Mais je n'ai pas mal, je ne souffre pas et je ne suis pas contagieux. Donc, Tu peux fonctionner. ça va. Mais tu vois, c'est quand même assez extraordinaire. Chantez donc. Tout finish. Finish. Well, I don't like to speak about me because I have so much to speak about the others. Mais bon, I think it's good that you know. Ça c'est très intéressant, vraiment. Ça c'est très intéressant pour le mouvement, pour toi, tout. J'ai vraiment envie de vivre maintenant, quoi. Ça fait quelque chose hein, quand tu vis ça. Donc à la prochaine, hein, à la réunion de Berck prochaine. Enfin, si je peux marcher normalement. Quand même. Tout. Oh, pas de problème, tout sera capable.